Après l'art et la science, nous abordons aujourd'hui la question de l'idéologie. Nous nous intéresserons aux images des femmes et à celles du peuple dans les Rougon-Macquart et dans les Évangiles, le dernier cycle romanesque de Zola. Les Rougon-Macquart, nous l'avons vu, sont l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire. Or, écrit Zola, elle aurait été impossible avant 1789. En faisant de l'arbre généalogique, qui était l'emblème de l'aristocratie sous l'Ancien Régime, la matrice de la fiction, Zola inscrit son récit dans ce temps post-révolutionnaire. Car les Rougon-Macquart sont des roturiers. Partis du peuple, ils irradient dans tous les milieux, mais ils ne peuvent se revendiquer d'aucun lignage. Adélaïde Fouque, la souche commune aux trois branches de la famille, est née en 1768. Son père, un riche maraîcher, est mort fou, sans enfant mâle, si bien que le nom des Fouques s'est éteint avec lui quelques années avant la Révolution. Adélaïde transmettra donc à ses descendants non pas les quartiers de noblesse et les titres que les aristocrates tenaient de leurs ancêtres en ligne paternelle, elle ne leur transmettra même pas son nom, mais la tare héréditaire qui sera leur malédiction. Nous voudrions analyser ici le sens de ce renversement. Notons tout d'abord que le roman des origines commence par la profanation d'un ancien cimetière. Alors que le sol, gorgé de cadavres, engraissait des poiriers aux bras tordus, aux nœuds monstrueux, la ville songe à tirer parti du terrain. On abattit les murs, on arracha les poiriers et l'on amoncela dans un coin les ossements. Pendant près d'un mois, les gamins jouèrent aux boules avec des crânes. Et voilà qu'un arbre chasse l'autre. À peine a-t-on arraché les poiriers qui poussaient leurs antiques racines dans le terreau des morts, que l'arbre des Rougon-Macquart pousse ses premières branches dans les rejetons d'Adélaïde. Fantasque, la jeune femme épouse un garçon jardinier, qui meurt 15 mois plus tard en lui laissant un fils, Pierre Rougon. Elle prend alors pour amant Macquart, un contrebandier ivrogne et fainéant, qui lui donne 2 bâtards, Antoine et Ursule. Or, écrit Zola, elle laisse accroître ses enfants comme ces pruniers qui poussent le long des routes au bon plaisir de la pluie et du soleil. Ils portèrent leurs fruits naturels en sauvageons que la serpe n'a point greffés ni taillés. Voilà une phrase bien révélatrice. Désormais, on jugera l'arbre non plus à ses racines, mais à ses fruits. En abolissant les privilèges de la naissance, la Révolution a changé le cours de l'histoire. Elle a ouvert l'espace social au terrible verdict de l'hérédité. Significativement, l'aristocratie hante la série de sa présence fantomatique. Le rêve, ce texte si curieux, dont Zola affirme qu'il répond à la philosophie de son œuvre entière, constitue le contrepoint fantasmatique de l'hérédité corrompue des Rougon-Macquart. Angélique Rougon, en épousant Félicien de Hautecœur, réalise le rêve secret de la bourgeoisie, avoir des ancêtres qui remonteraient aux croisades, avoir comme son mari toute une litanie de titres, mais il ne faut pas rêver. Angélique mourra au soir de ses noces. Privée d'ancêtres, la bourgeoisie ne peut donc légitimer sa propre domination qu'en ruinant les fondements de l'ancienne supériorité nobiliaire. Du marquis de Carnavant, un nom qui rime avec carnaval, au pitoyable marquis de Choir, un nom qui se prononce comme le verbe choir, l'aristocratie dans les Rougon-Macquart égrène inlassablement les symptômes de sa déchéance. Tandis que la baronne Sandorf promène sa frigidité inféconde dans l'argent, la vertueuse comtesse de Beauvillé, avec son grand nez droit, ses lèvres minces, son cou particulièrement long, tente en vain de doter sa fille, âgée de 25 ans, mais si appauvrie qu'on l'aurait prise pour une fillette. C'était la mère encore, chétive, moins l'aristocratique noblesse, le cou allongé jusqu'à la disgrâce, n'ayant plus que le charme pitoyable d'une fin de grande race. Toutes deux incarnent l'ancienne classe dégénérée dont les mariages entre cousins ont accéléré la faillite biologique. Mais le discours de la dégénérescence est une arme à double tranchant, car l'hérédité a ses lois, comme la pesanteur. Alors que la noblesse se reposait dans la certitude de ses ascendants,
la bourgeoisie devra se risquer dans les aléas de sa descendance. C'est pourquoi Félicité, la femme de Pierre Rougon, escompte littéralement l'avenir de ses fils. Elle soigna les marmots avec une ferveur où il y avait des sévérités de mère et des tendresses d'usurier. Elle se plut à les engraisser amoureusement comme un capital qui devait plus tard rapporter de gros intérêts. Obsédée à l'idée que ses fils puissent lui faire banqueroute, Félicité incarne la terreur bourgeoise de la génétique qui remplace la sérénité généalogique de la noblesse. Car un noble reste noble, même s'il est contrefait, boiteux ou fou allié. À l'inverse, qu'un enfant de la bourgeoisie naisse taré, et c'est tout le prestige social de la famille qui en est affecté. Les époux Josserand dans Pot-Bouille imaginent ainsi avec angoisse les escroqueries matrimoniales dont ils pourraient être les dupes. Mais ils cachent soigneusement pour leur part le fou de la famille. Que l'on découvre l'existence de Saturnin et le mariage de ses sœurs en serait à jamais compromis. Quant à Madame Duveyrier, qui veut marier son fils, elle s'enquiert discrètement auprès du docteur Juillerat de la conformation physique de Berthe. Dissimulée par le vêtement, l'anatomie féminine se dérobe en effet à l'examen anxieux de la mère qui cherche à évaluer les chances d'une descendance saine. Les femmes prennent ainsi une place qu'elles n'avaient jamais eue dans la reproduction sociale des élites. Il ne s'agira plus seulement alors de la transmission du nom et du titre qu'assurait le père. Désormais, il faudra compter avec le ventre de la mère. Contraint de confier sa précieuse semence à cette insondable matrice, le père frissonne de lui abandonner la génération. Que Zola entreprenne de faire l'inventaire exhaustif de ces névroses qui ont une histoire dans les familles et qui déconcertent la science n'est donc sans doute pas un hasard. L'hystérie d'Adélaïde prend là tout son sens. L'hystérie, étymologiquement, c'est la maladie de l'utérus, ne l'oublions pas. Dès ses premières couches, elle fut sujette à des crises nerveuses qui la jetaient dans des convulsions terribles, écrit Zola. Ces crises revenaient périodiquement tous les 2 ou 3 mois. D'emblée, donc, le ver est dans le fruit. Adélaïde transmettra sa fêlure à tous ceux de sa race. Zola est convaincu, comme le docteur Lucas, que la maladie nerveuse se transmet essentiellement par les femmes. À la 2e génération, seule Ursule, la fille d'Adélaïde, en est apparemment porteuse. Ses yeux étaient d'une limpidité de cristal, comme ceux des chats qui doivent mourir d'éthysie, écrit Zola. Elle mourra très jeune, de phtisie. Car la même lésion se manifeste indifféremment par la névrose, par la perversion et par toutes sortes de maladies organiques qui compromettent l'avenir biologique de la famille. Dans la branche des Mouret, Jeanne, la petite fille d'Ursule, meurt tout juste pubère. Dans la branche des Rougon, Angélique, la fille de Sidonie, meurt le jour de ses noces. Maxime, le fils d'Aristide, est frappé dès l'enfance dans sa virilité. Ancienne demoiselle de collège, il aura un fils, Charles, masturbateur invétéré, qui mourra hémophile à l'âge de 15 ans. Du côté des Macquart, on compte 2 décès prématurés. Le fils du peintre Claude, hydrocéphale, meurt à 12 ans, et Louiset, le fils de Nana, souffre d'une carie des os du crâne, un symptôme de la syphilis qu'on croit alors héréditaire. Il sera emporté par la petite Féroé. Alors que la loi de la reproduction, en l'absence de contraception, implique une multiplication exponentielle de la race, l'arbre des Rougon-Macquart s'étiole donc inexorablement. Dans chaque branche, certains rameaux sont restés stériles, comme Silver, le républicain assassiné, ou Jacques, le psychopathe de la bête humaine, lui aussi mort de mort violente. D'autres sont restés célibataires, par choix, comme Eugène Rougon, par amour, comme Pauline, ou par nécessité, comme Désirée, débile mental. À la fin du cycle, on ne compte que 9 enfants vivants susceptibles de prolonger la famille. Les 3 enfants de Jean, le paysan de la terre, la fille d'Étienne, née au bagne, les 2 enfants de Serge, le prêtre défroqué, et les 2 enfants de son frère Octave, le patron du bonheur des dames. Encore la petite fille est-elle bien frêle. Quant à Victor,
le fils que Saccard a eu avec une petite bonne renversée dans l'escalier, à peine pubère, il a une sexualité monstrueuse. Surnommé le virus, il a tout du criminel né et ne peut guère reproduire que la tare héréditaire. Seul l'enfant de l'avenir, le fils du docteur Pascal et de sa nièce Clotilde, donne à la race des Rougon-Macquart un mince espoir de régénération. Dans un raccourci saisissant dont l'extraordinaire ressemblance du petit Charles et de Candide est l'expression symbolique, Zola fait mourir le fils de Maxime sous les yeux de la centenaire. Pareil à un de ces petits dauphins exsangues qui n'ont pu porter l'héritage de leur race, saigné à blanc, la tête tombée sous le casque trop lourd de sa royale chevelure, le petit hémophile s'éteint au milieu des rois d'or et de pourpre des images qu'il était en train de regarder. On ne saurait mieux dire le cauchemar de la bourgeoisie, terrifiée à l'idée d'être liquidée en 5 générations quand des siècles ont été accordés au blason. La santé de la mère est donc essentielle à la dynamique biologique et sociale de la famille bourgeoise. Dès lors, la sexualité féminine ne relève plus seulement de la morale, elle devient un enjeu éducatif et politique. C'est ce que nous allons voir maintenant.